Les grandes étapes de l'intercommunalité. Au cours de ces 40 dernières années, dans la plupart des pays européens, le nombre des communes a été réduit, de 87% en Suède, de 79% au Royaume-Uni et de 41% en Allemagne. En France, ce n'est qu'à la suite de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions de communes que leur nombre a été diminué de 5%. Le morcellement communal a toujours posé problème et il a été choisi d'y répondre par les regroupements de communes. Les tentatives passées ont été nombreuses et se sont échelonnées dans le temps. Deux grandes périodes peuvent être définies, 1789-1958 et de 1958 à nos jours. De 1789 à 1958. Le décret du 4 août 1789 ayant aboli les privilèges, y compris celles des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, une nouvelle organisation doit être mise en place. À l'Assemblée constituante, Tourret, Sieyès et Condorcet sont en faveur de la création de 6500 municipalités. Mirabeau, au nom de l'individualisme révolutionnaire, prône la transformation en communes des 44 000 paroisses ou communautés de l'Ancien Régime. C'est lui qui va l'emporter, puisque l'Assemblée nationale vote le 14 décembre 1789 un décret créant les municipalités ou communes désignées comme la plus petite division administrative du pays. De 1959 à nos jours. Sous la Ve République, les réponses aux problèmes posés par le morcellement communal vont être apportées par des textes qui permettent de s'adapter à des situations variées. Les deux ordonnances du 5 janvier 1959. La première ordonnance va autoriser la création de syndicats à vocation unique, à la majorité qualifiée des communes intéressées, au lieu de l'unanimité. Elle prévoit aussi que des syndicats à vocation multiple peuvent être constitués sous réserve de délibérations concordantes de tous les conseils municipaux. Ces mesures vont faciliter les interventions intercommunales dans des domaines techniques comme l'eau, adduction et assainissement, et la construction et la gestion d'équipements sportifs, scolaires ou culturels. La deuxième ordonnance tend à instituer des districts urbains dans les grandes agglomérations. Elle a plus d'ambition. Il s'agit de mettre en œuvre une institution capable de structurer les grandes agglomérations multicommunales. Il faut répondre aux problèmes de vie d'une ville-centre avec ses communes périphériques. La loi numéro 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. La communauté urbaine va constituer une forme très intégrée de coopération, tout en maintenant l'existence des communes membres. À l'origine, elle ne peut être créée que dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants. La loi numéro 70-610 du 10 juillet 1970 tend à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. Il s'agit d'absorber la croissance des agglomérations existantes et de freiner l'attirance de la capitale et de certaines grandes métropoles, Lille, Lyon, Marseille, Rouen. Les communes intéressées ont le choix pour l'organisation de l'agglomération nouvelle entre trois formules, celle de la communauté urbaine, celle du syndicat communautaire d'aménagement ou celle de l'ensemble urbain. La loi d'orientation numéro 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Le législateur affirme que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein des périmètres de solidarité. Il institue dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale dont le rôle est double. Établir et tenir à jour un état de la coopération intercommunale dans le département et élaborer un projet de schéma départemental de coopération intercommunale. En outre, la loi crée deux catégories supplémentaires d'établissements publics de coopération intercommunale, la communauté de communes et la communauté de ville.
La loi numéro 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. La loi Chevènement prévoit un nouveau cadre institutionnel pour l'intercommunalité. Elle crée une nouvelle structure intercommunale, la communauté d'agglomération, et adapte une structure existante, la communauté urbaine. Elle procède à une véritable simplification du paysage institutionnel de l'intercommunalité, en programmant la disparition de certaines structures existantes. Deux structures maintenues et adaptées, la communauté de communes et la communauté urbaine. La communauté de communes. Créée par la loi de 1992, la communauté de communes a rencontré un certain succès auprès des communes, puisqu'on comptait, au 1er janvier 1999, 1351 communautés de communes. La loi Chevènement a donc décidé de maintenir ce type de structure intercommunale en y apportant quelques modifications. Dorénavant, une communauté de communes ne peut être créée qu'entre communes ayant un territoire d'un seul tenant et sans enclave. La communauté urbaine. Si l'existence de la communauté urbaine remonte à la loi de 1966, les nouvelles dispositions législatives viennent en modifier les conditions de création. Dorénavant, pour créer une communauté urbaine, il faut un regroupement de plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave, qui forment un ensemble de plus de 500 000 habitants. Il convient de préciser que ces nouvelles dispositions législatives ne viennent pas remettre en cause les communautés urbaines déjà existantes. Une nouvelle structure, la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération est un nouveau type d'établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants. La loi numéro 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. Cette loi comporte un ensemble de dispositions modifiant les conditions de fonctionnement et de développement de l'intercommunalité. La loi impose de définir l'intérêt communautaire qui permet de répartir l'exercice d'une compétence entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. Deux autres dispositions sont beaucoup plus novatrices. Tout d'abord, celle qui permet au maire de transférer au président de communauté certains pouvoirs de police. L'autre disposition intéressante est celle contenue dans l'article 151 de la loi, devenu article L 5210-4 du CGCT, qui donne la faculté à un EPCI à fiscalité propre de demander au département ou à la région d'exercer en leur nom toute ou une partie de leurs compétences. La loi numéro 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Cette loi comprend de nombreuses dispositions relatives à l'intercommunalité. Parmi celles-ci, il convient de citer l'achèvement de la carte intercommunale, article 36 et suivant, une nouvelle répartition des délégués communautaires, une nouvelle règle de désignation des délégués communautaires en cours, la création de nouvelles structures intercommunales, métropole et pôle métropolitain, et des mesures visant à favoriser la mutualisation des services entre communes et intercommunalités, articles 65 à 68. La loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM. Cette loi vient modifier en profondeur les dispositions relatives aux métropoles. Cette loi prévoit donc la création de la métropole du Grand Paris sous la forme d'un EPCI à fiscalité propre à statut particulier. La transformation de la communauté urbaine de Lyon en métropole, collectivité territoriale à statut particulier. La création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La transformation automatique de plusieurs communautés en métropole, EPCI à fiscalité propre. La loi numéro 2015-264 du 9 mars 2015 autorise l'accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires.
La loi vise à remédier aux conséquences résultant pour les intercommunalités de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales relative à l'accord local. Elle prévoit que dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par dérogation aux règles de droit commun, le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires peuvent être fixés par accord des conseils municipaux des communes membres exprimés à la majorité qualifiée. La loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Après une longue opposition entre députés et sénateurs, l'article 33 de la loi NOTRe vient relever le seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre. Désormais, les intercommunalités à fiscalité propre devront compter au moins 15 000 habitants. Toutefois, ce seuil peut être adapté sans pouvoir être inférieur à 5 000 dans certains cas précisés dans les ressources complémentaires.